Donc nous entamons dans cette deuxième partie un aspect peut-être un peu plus sociétal, un peu moins sur l'économie, puisque nous allons commencer avec Simone Wappler, que vous connaissez tous, j'imagine. Elle est ingénieure de formation, donc c'est quelqu'un de précis, de rigoureux. Elle a travaillé dans le secteur de l'ingénierie aéronautique et elle est aussi analyste financière. Donc c'est un atout qu'elle met au service de ses abonnés, notamment en tant que rédactrice en chef de Or et Opportunité et de la stratégie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, écoutez, merci d'être là. Effectivement, j'ai choisi un titre un peu provocateur, mais enfin, vous allez voir qu'on va reboucler très vite vers l'économie et les finances personnelles. Je voudrais savoir s'il y a beaucoup d'énarques dans l'Assemblée. Non ? S'il y avait des énarques, est-ce qu'ils pourraient s'identifier ? Non, bon, ça tombe bien parce que alors, sinon il fallait que j'abrège énormément. Donc il n'y a pas d'énarques, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'âmes sensibles. Si vous êtes sous antidépresseurs et tout ça, on n'est pas responsable des suicides. Hein. Ni moi, ni les publications Agora, ni au coffre. Il y a des assureurs pour ça, ils vont très bien. Voilà. Alors... Comment survivre à la parasitocratie? Donc on va faire vite, on va essayer de rattraper le retard. Voilà, j'ai un compteur, il marche, c'est bien. Le plan, il est simple. L'introduction, vous êtes ici. Ensuite, la parasitocratie. Ensuite, le créditisme. Le plan. Et puis, comment nous défendre. Voilà, c'est très, très complotiste. Alors, la parasitocratie, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qu'est un parasitocrate? Donc, c'est un individu que j'ai identifié qui est capable de se créer une rente en façonnant et en détournant le système à son profit. Donc ça, c'est une définition que j'ai forgée moi-même, assez simple. Alors après, vous choisissez votre camp. Hein. Ou vous voulez vous créer une rente en bricolant le système, c'est bien, ou vous subissez. La plupart des gens subissent, sans s'en rendre compte. Pour préciser la pensée, alors j'ai aussi tout ce que n'est pas un parasitocrate. Par exemple, un parasitocrate, ce n'est pas un kleptocrate. Un kleptocrate, il vole, bon, comme Agnès Salle, hein, directrice de l'INA, qui aimait rouler en taxi et qui a été réintégrée dans son corps d'origine. Hein, parce que quand on est fonctionnaire, c'est à vie, quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas un kleptocrate, ce n'est pas qu'un plutocrate. Donc, un plutocrate, c'est quelqu'un de riche, et la plutocratie, c'est un gouvernement qui est fait par des gens riches et puissants. Alors ici, Bernard Arnault, ici, une phrase tirée de son livre, quand même, qui est intéressante, édifiante, hein, qui dit « Les entreprises, surtout internationales, ont des moyens de plus en plus vastes et elles ont acquis en Europe la capacité de jouer la concurrence entre les États et l'impact réel des hommes politiques sur la vie économique est de plus en plus limité, heureusement. » Donc voilà, ça c'est clair. Donc il y a effectivement un plutocrate est un parasitocrate. Mais la classe de la parasitocratie est beaucoup plus étendue que celle de la plutocratie. Ce n'est pas non plus un pilleur d'État. C'est-à-dire un élu qui détourne de l'argent public. Bon, ça, c'est classique, c'est pas très grave. De toute façon, il suffit de plus voter pour lui. Alors là, j'ai pris Jean-Christophe Cambadélis parce que j'ai trouvé sa rémunération entre 91 et 95, donc 620 500 francs dans l'affaire des emplois fictifs de la MNEF. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment, condamnés, pas condamnés. J'aurais pu prendre Juppé aussi. Bon, voilà. Et enfin, ça c'est important, c'est un parasitocrate n'est pas le profiteur d'un système social trop généreux, parce que ça en fait c'est un petit minable. Déjà vous bouchez les filets du système social et puis vous en débarrassez. Donc vraiment, j'insiste, c'est quelqu'un de beaucoup plus puissant et nuisible à la fois. Donc la parasitocratie, c'est une classe qui façonne le système à son profit et à notre détriment pour en tirer une rente. Alors maintenant, on va me dire, ouh là là, c'est vachement, c'est complotiste, quel système? Alors à 5 minutes 25, ça va être dur. Là, j'avais pris une petite photo de transition parce que je l'aime beaucoup, celle-là.
hein. Il y a Cameron. Cameron, lui, sait tenir son parapluie. Il y a la reine d'Angleterre sous un chapeau. Elle, on lui tient son parapluie. Il y a son fils préféré. Et puis, donc, nous avons notre président. Et puis, nous avons quelqu'un donc, qui lui tient son parapluie, lui, hein, parce qu'il est président de la République. Si on agrandit la photo, il a une très belle montre, d'ailleurs. Mais heureusement, elle est sous le parapluie. Alors là, voilà où nous en sommes, hein, le créditisme. Alors le créditisme, c'est le système de la parasitocratie. Et là, on rentre dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est que le créditisme? Alors je suis désolé, parce que ça fait 2 néologismes, hein, mais après on parlera entre nous, puis ça ira beaucoup plus vite. Le créditisme, c'est un double système. C'est à la fois un système monétaire et un système politique. Et ça marche l'un dans l'autre, la main dans la main. Le système monétaire, il permet aux banques de créer de l'argent en émettant du crédit sans contrepartie. Oh là, je sens que ça... Il y a du silence là. Par un système de réserve fractionnaire. Et le système politique, qui lui fait pendant, les deux s'épaulent, hein, encore une fois, c'est très important. Il permet aux États de s'endetter sans contrepartie d'impôt, parce qu'il n'y a pas de règle d'or qui impose l'équilibre budgétaire. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne, par exemple, vous savez, l'Allemagne, à côté de chez nous, là, ils sont fous. Ils pratiquent l'austérité. Ils sortent la schlag quand il y a des gens qui dépensent trop. Et l'Allemagne, ils ont une règle d'or. C'est-à-dire que si un gouvernement a prévu de dépenser quelque chose, ils font des budgets en plus, hein, eh bien, on lève les impôts correspondants. On n'a pas le droit de dépenser de l'argent public sans avoir levé l'impôt correspondant. Ce qui permet aux gens d'être à peu près d'accord sur les dépenses. Ils sont plus consultés. Voilà. Donc c'est important de comprendre que le créditisme, c'est à la fois un système monétaire et un système politique, c'est-à-dire que le politique cautionne le système monétaire et le système monétaire prête au système politique. Et tout va bien, sauf pour nous. Alors qu'est-ce que ça donne le créditisme depuis 2007 ? Donc, encore une fois, hein, à part quelques pays de fous, genre l'Allemagne, genre la Suisse à des degrés divers, bon, la plupart des pays sont victimes et de la parasitocratie et du créditisme. Donc, rapporté au niveau mondial, ça donne une dette de 142 000 milliards de dollars. C'est un peu ésotérique, hein, ça fait 269% du PIB mondial, ça fait quand même, ça parle un peu plus, peut-être. Elle était donc de 142 000 milliards en 2007, qui était une crise de la dette, hein, il faut le rappeler, à presque 200 000 milliards de dollars aujourd'hui, donc ça a augmenté de 50 000 milliards de dollars. Et dans cette augmentation, c'est surtout de la dette publique. La dette publique, c'est de l'impôt en devenir. Il faut quand même le voir comme ça. Même si on vous dit que c'est jamais remboursé, que c'est pas la peine de le rembourser, que les imbéciles qui pensent que ce sera remboursé, c'est quand même de l'impôt en devenir d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est possible, ce beau système, possible et facile à partir du moment où les taux d'intérêt baissent. Alors là, j'ai pris, vous voyez, la courbe du bon du Trésor à 10 ans. Hop, vous voyez donc que ça baisse, mais vous voyez qu'en 1981, on était parti dans du 16%. C'est bien l'emprunt d'État à 10 ans. Hein. Je ne parle pas du tout des taux directeurs, etc., de la cuisine financière. Hein. Et puis, vous voyez qu'aujourd'hui, on en est à un peu plus de 2%. Alors ça, c'est génial, parce qu'en fait, hein, si les taux d'intérêt sont divisés par 2, vous pouvez doubler la dette. Les sorties sont toujours les mêmes. Il suffit de trouver des pigeons pour vous prêter, mais c'est absolument pas un problème. Il y a juste un petit détail, c'est qu'en général, quand le taux de croissance est inférieur au taux de crédit, les gens commencent un petit peu à s'inquiéter. Hein. C'est un peu comme vous avez quelqu'un qui a de la dette, qui roule grand train, et puis vous apprenez dans le journal que ses rentrées financières, elles sont moins bonnes que prévues. Là, vous commencez à vous inquiéter.
En France, c'est pareil. On est parti en 85-86, on partait à du 11% de taux d'intérêt. Et puis aujourd'hui, on en est à 0,8. Alors vous voyez la petite rebiquette au bout, là. On est ici. Donc, toujours plus de dette publique, c'est toujours possible et facile avec les taux d'intérêt qui baissent. Si jamais la tendance s'inverse, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, un autre chiffre aussi pour mesurer l'ampleur du créditisme, j'ai pris pour illustrer l'exemple, donc ça, le chiffre d'affaires cumulé annuel des entreprises françaises cotées du CAC 40, c'est 1200 milliards de dollars. C'est en gros ce qui est vendu. Et le bilan cumulé des 4 grandes banques françaises que j'ai citées, c'est 6900 milliards, pardon, j'avais dit dollars, c'est euros, 6910 milliards d'euros. Donc pour 1200 milliards d'euros de biens et services commercialisés, il y a 6910 milliards d'euros de crédit qui traînent dans la machine, qui tournent dans la machine. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des échanges, ce ne sont que du crédit. Inutile de rappeler qu'un compte en banque, c'est un prêt à votre banque. Alors, pour bien expliciter la pensée, le créditisme, ce n'est pas du capitalisme. Alors, ce n'est pas du capitalisme, ce n'est pas du capitalisme sauvage, ce n'est pas du libéralisme, ce n'est pas de l'ultralibéralisme, capitalisme ultra-sauvage. Non, c'est deux choses différentes. Dans le capitalisme, dans le système bancaire et financier, les dépôts font les crédits. C'est-à-dire que quelqu'un dépose de l'argent à la banque et une partie du dépôt va être utilisée pour fabriquer du crédit. C'est ce qu'on appelle le métier de transformation de la banque. Mais donc, c'est l'épargne qui devient des prêts. Parce que c'est une partie du dépôt, c'est une partie du dépôt pour lequel le déposant est d'accord en plus. Donc, c'est l'épargne qui devient des prêts. Les prêts, ils sont garantis par les fonds des actionnaires de la banque. Et ces prêts, ils vont se diriger vers l'investissement, pas vraiment vers la consommation, parce que de prêter pour consommer, c'est comme si vous prêtez à votre cousin qui est broke parce qu'il joue. Enfin, ça n'a jamais rapporté vraiment grand-chose. Lorsque l'investissement est judicieux, il y a création de richesse. Et puis si l'investissement est mauvais, raté, l'emprunteur ne rembourse plus, la dette devient sans valeur, mais le résultat, c'est qu'on a détruit l'argent du passé. On n'a pas détruit d'autres argent. Donc à la limite, il y a un épargnant, si on remonte la chaîne, il y a des actionnaires qui ils se sont pris probablement une claque dans le museau, il y a un épargnant qui a vu l'argent qu'il avait déjà gagné qui est détruit, mais ça ne va pas plus loin. Dans le créditisme, on est dans un système où les crédits font les dépôts. C'est la banque qui octroie le crédit, elle n'a pas besoin d'avoir des dépôts en garantie, elle a juste besoin d'avoir un certain montant de fonds propres, avec un ratio de 1 à 30, 1 euro de fonds propres pour 30 euros de crédit. Ces crédits vont soit vers l'investissement, soit vers la consommation. À vrai dire, ils s'en foutent. Je veux dire, l'argent ne leur a pas coûté grand-chose. Donc, peu importe, c'est celui qui paie le mieux. Alors, quelquefois, c'est la consommation, parce que le gouvernement favorise la consommation. Quelquefois, c'est l'investissement. Là, il y a des gros combats de parasitocrates pour avoir l'argent. Soit vers les investissements, soit vers la consommation. Lorsque l'investissement est bon, le crédit est remboursé. Ça va, à peu près. Et si l'investissement est mauvais, la dette, elle devient sans valeur, mais ce n'est pas l'argent de l'épargnant qui a été détruit, c'est l'argent du futur qui a été détruit. Et ça, c'est important, parce que ça vous explique pourquoi, alors qu'il y a plein d'argent qui tourne, etc., la croissance se tasse de plus en plus. Au fur et à mesure que la dette augmente, la croissance se tasse de plus en plus, puisque à chaque fois, il faut quand même rembourser les intérêts. Ce que font les gouvernements, pour le moment, ils remboursent les intérêts, il faut quand même le dire. Mais malgré la baisse des taux d'intérêt, il y a de plus en plus d'intérêts à rembourser, il y a de plus en plus d'argent qui à chaque fois est prélevé sur la richesse qui vient d'être créée, et donc la croissance s'étouffe. Donc le créditisme, c'est un système qui ne marche qu'en expansion forcée. Si jamais on veut revenir en arrière, c'est ce qu'ils appellent la déflation, c'est horrible. Puisque moins de crédit, ça fait moins d'argent,
Moins d'argent, ça fait moins de demandes. Moins de demandes, ça fait des prix qui baissent. Des prix qui baissent, ça fait des mauvais investissements qui ne sont pas rentabilisés. Des investissements pas rentabilisés, donc des gens qui ne peuvent pas rembourser, des prêts en défaut, des difficultés dans les banques. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un système à bout de souffle. Hein, ça, vous avez compris. Et on est vraiment, vous avez vu la courbe là, parce que les taux négatifs, quand même, ça intéresse pas tout le monde. Hein. Madame Michu, quand elle va déposer de l'argent à sa banque, on lui dit vous en déposez 1000, Madame Michu, on vous en prend 2, ça vous dérange pas? Elle va dire si. Bon. Donc là, il y a quand même un problème, mais de la survie du créditisme dépend celle de la parasitocratie. Grave suspense. Hein. Là, ou l'inverse, hein, de la survie de la parasitocratie dépend de la survie de ce système. Donc il faut absolument le maintenir. Vous êtes ici, c'est l'heure du plan. Alors, ils ont un plan. Évidemment, ils ont un plan, c'est les taux négatifs. Alors les taux négatifs, il y a deux façons de les produire, de les fabriquer. Soit vous dites que les taux sont vraiment négatifs, mais Madame Michu qui va déposer 1000 € en banque et à qui la banque vous dit ça vous dérange pas si j'en garde 2, elle va dire si. Et puis Madame Lagarde, elle peut bondir avec sa taxe de Lagarde, etc. Donc la voie préférée des taux négatifs, c'est l'inflation. Ça a toujours été l'inflation. C'est-à-dire que si votre placement à terme vous rapporte 2% et que l'inflation est de 4%, vous appluez de 2%, c'est un impôt qui s'adresse à tout le monde, etc. Et tout le monde est content, et les gouvernements, les États, tous ceux qui empruntent in fine, les parasitocrates. Ah oui, vous pouvez reconnaître un parasitocrate aussi parce qu'il a le droit d'emprunter in fine, souvent. Alors bon, vous avez des gens aisés qui ont aussi le privilège d'emprunter in fine, mais si vous prenez les gouvernements, les multinationales, etc., ils empruntent in fine, c'est-à-dire qu'ils remboursent tout à la fin. S'il y a eu de l'inflation, ils remboursent en monnaie de singe. Donc le plan de la parasitocratie, Natixis a eu la gentillesse de nous pondre une note le 7 octobre 2016. Elle était signée Arthuis, qui est d'ailleurs un économiste très bien, et elle s'intitulait « Quelle forme prendra la spoliation des prêteurs ?» Voilà. Parce qu'il y a trop de dettes, donc il va bien falloir plumer les gens, d'une façon ou d'une autre, ce qu'examine cette note. Alors, les prêteurs, hein, c'est pas la Chine, que des gens ésotériques, hein, c'est nous. Hein, c'est les épargnants et les contribuables, de toute nationalité. Et en fait, ce que dit cette note, c'est que la douce euthanasie financière, vous savez, la gentille petite inflation, qui est vachement bien. Déjà, il faut expliquer aux gens pourquoi c'est bien quand les prix montent. Hein. Mais la presse les médias, tout ça, ont bien fait leur boulot. Donc en général, l'inflation, ah oui, c'est bien, oui. Mais vous êtes d'accord pour que les prix montent? Ah non. Mais l'inflation, ah oui, c'est bien. Bon. Donc... ça, les médias ont bien fait leur boulot, mais donc la douce euthanasie financière, vous savez, les 2% d'objectifs d'inflation, malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. Et même là, on vous dit l'inflation monte, on n'en est pas sûr. Alors attention, inflation, je ne parle pas des impôts, des dépenses contraintes, non, je parle de l'inflation telle que mesurée par les gouvernements, l'indice des prix, etc. Donc, il va falloir présenter la note autrement. Donc, là, tout ce qui suit, c'est la note de Natixis que vous pouvez vous procurer, vous pouvez la télécharger si vous voulez, vous pouvez vous en imprégner, voilà, pour être sûr de bien comprendre le grand plan. Donc, il dit la spoliation lente des prêteurs, donc les taux anormalement bas, hein, c'est tout ce que vous constatez, les rendements de l'assurance vie en euros, etc., obtenu par des politiques monétaires très expansionnistes. Hein, ça, c'est M. Mario Draghi qui rachète toutes les dettes pour que les taux ne montent pas. Ça, c'est déjà en place. Mais ça ne va pas assez vite. N'oubliez pas, la dette gonfle, il en faut de plus en plus, etc. Donc, il va falloir
alors toujours la note, guillemets, citée, cette stratégie donc, de spoliation lente des prêteurs ne peut être maintenue que si la situation économique le permet. C'est ce que dit la note. Alors après, il détaille si la situation économique le permet, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de croissance résiduelle, il faut quand même que les gens continuent à être enfumés, il faut qu'il n'y ait pas trop d'inflation, il faut qu'il y ait un petit peu de croissance, il faut qu'on puisse laisser croire aux gens que ça ira mieux demain, que les dettes seront remboursées un jour, que tout va bien, etc. Et que demain, on rasera gratis. Mais, il pourrait y avoir des vents contraires. D'ailleurs, on voit que les taux remontent, depuis peu. Donc, si l'inflation revient et si une récession surgit, ça c'est ce que dit la note, c'est ma synthèse, il faudra que la spoliation devienne brutale. Là, entre guillemets, donc c'était la note, mais on a vu que ça, d'abord, c'est déjà à l'œuvre et ça ne va pas assez vite. Maintenant, réfléchissons une minute. Si jamais l'inflation revenait, est-ce que les États-Unis pourraient supporter une dette à 4% de taux d'intérêt? Réponse, non. La France, pareil. Les autres, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, pareil. En fait, personne. Le seul qui pourrait supporter ça, c'est aussi, il y a l'Allemagne. C'est très simple, l'Allemagne, ils n'ont plus besoin d'émettre des dettes. Ils la remboursent. Donc une dette arrive à échéance, il ne se passe rien. Donc ça gêne d'ailleurs M. Mario Draghi. C'est pour ça qu'il dit à l'Allemagne, oh là là, il faut vous éclater et tout, vous nous posez un problème. Bon, parce que après il y a des statuts compliqués, il faut qu'il trouve de la dette allemande à racheter pour pouvoir racheter plein de dettes italiennes pourries. Bon, s'il n'y a pas assez de dette allemande, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut plus racheter de la dette italienne pourrie, ou alors il faut changer les statuts. Et M. Schäuble n'est pas très d'accord. Ah, bon. Alors il y a le cas de la récession, là c'est pareil, la récession, moins de croissance, moins de recettes fiscales, zut, comment faire pour en rembourser les intérêts de la dette? Ça ne marche pas non plus. Alors là, cas de la récession, alors là, ça c'est sûr, la note de Natixis est très claire, là il faudra piquer directement de façon violente dans la poche des gens. Et ça tombe bien, tout est en place. On a un système de résolution bancaire qui dit si votre banque fait faillite gavée de créances pourries, les déposants y paieront la casse. Il y a une promotion, un marketing très actif en France de la société sans cash, parce que le cash c'est horrible. Vous pourriez avoir l'idée démentielle d'aller retirer du cash de la banque pour ne pas vous faire taxer, à part la taxe Lagarde, vous faire appliquer les taux négatifs et le garder sous votre oreiller. Donc on vous dit que vous êtes nécessairement un terroriste ou je ne sais pas quoi, vous faites du blanchiment d'argent, enfin le cash, c'est horrible. Horrible. Donc il faut bannir le cash, il faut faire la guerre contre le cash. Alors je vous le dis, vous pouvez résister. Vous pouvez résister. Votre boulangère, d'ailleurs, apprécie assez bien qu'on résiste. Et puis, alors, vous avez la loi Sapin 2. Alors, la loi Sapin 2, ça, c'est génial, parce que si jamais les taux remontent, réfléchissons. Madame Micheux a son assurance vie en euros à 2%. Elle lit dans Le Parisien, Économie, très bon journal, que les taux passent à 4%. Elle va faire toc, toc, toc. Monsieur AXA, s'il vous plaît, mon assurance vie, je veux une avance, un remboursement, sortir, etc. Monsieur AXA, il n'est pas d'accord. Parce que c'est horrible, parce qu'il va falloir qu'ils vendent des obligations à perte. Parce que si les taux sont à 4% et que M. AXA il doit vendre des obligations qui sont à 2%, lui, il est à perte. Et M. AXA, il n'est pas comme la banque machin, truc ou bidule. Il faut que... il n'a pas le droit à l'effet de levier. Il faut que tous ses engagements soient garantis. Donc il est obligé de vendre les vieilles obligations à perte pour rembourser Madame Micheux. Heureusement, la loi Sapin 2 prévoit qu'il n'est pas à le faire. Donc Madame Micheux, elle restera prisonnière de son assureur, qui a le droit de suspendre tout remboursement, des demandes de remboursement ou demandes de sortie, et elle se fera plumer gentiment, en criant peut-être un peu, mais pas beaucoup. De toute façon, les vieux font pas la révolution. Et vous montez pas sur les barricades avec des dentiers.
Donc, c'est gagné. Et alors, bon, on va passer là, on est là. Comment nous défendre? Et on accélère. Alors, comment nous défendre? Bon, évidemment, il faut vous débancariser. Évidemment, le livret, vous avez compris que si vous voulez du rendement, vous avez des plateformes de prêt, ce qu'on appelle peer-to-peer, donc du crowdlending, etc. Après tout, si vous y prenez intelligemment, encore une fois, il y a des méthodes, etc. Vous pouvez, parce que dans l'économie réelle, on prête à 5, 7, 10%. Il n'y a que dans la sphère de la parasitocratie, on se fait du crédit gratuit sur votre dos. Bon, les contrats d'assurance vie, si vous avez des contrats d'assurance vie assortis d'avantages fiscaux, etc., il faut basculer en unité de compte plutôt qu'en contrat en euros. Alors vous allez me dire, c'est pas facile, les actions sont très hautes. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais après, vous choisissez. Dans un cas, tout part en fumée, et puis dans l'autre, vous pouvez espérer conserver un petit quelque chose. Vous avez toutes les solutions alternatives que sont l'or, le bitcoin. Alors, le bitcoin, je considère ça plus comme un moyen de paiement que comme une monnaie. Mais là ce serait une conférence de une nuit. Donc, on va passer rapidement. Donc, je pense que la situation est étrange, extraordinaire. Aucun livre d'économie n'avait prévu les taux négatifs. Il n'y a pas de solution magique de lapin qu'on peut sortir de son chapeau du jour au lendemain. Il faut être adaptable, il faut au jour le jour suivre l'actualité, il faut essayer d'être intelligent, d'être habile, agile et de multiplier en fait les solutions. C'est comme ça que pas tous les œufs dans les mêmes paniers, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on s'en tire. Je pense que aussi maintenant le coût du rendement, parce qu'aujourd'hui on a du risque sans aucun rendement. Si on a du rendement, c'est que le risque est énorme. Encore une fois, je pense moins dans l'économie réelle. Quand vous faites du crowdlending, vous regardez certains projets. Il y a des choses qui tiennent très bien la route, où il y a du rendement. Vous voyez très bien d'où vient le rendement. Voilà. Si on rentre en période de déflation, il faut privilégier les entreprises qui ont une croissance de leur chiffre d'affaires et une croissance de leurs résultats. Ah oui, parce que vous supprimez le crédit, et quand même, il ne se vend plus beaucoup d'immobilier, il ne se vend plus beaucoup de voitures, il ne se vend plus beaucoup de téléphonie même. C'est fou quand vous y pensez. Si jamais le crédit commence à se contracter. Même l'immobilier est mal. Entre parenthèses, pour l'immobilier, il est question que les banques françaises s'alignent sur le reste du monde, c'est-à-dire que le prêt à taux fixe est une spécificité française. Comme tout le monde, ils ont compris, les parasitocrates, que les taux allaient peut-être remonter un jour sans eux, même malgré tout ce qu'ils faisaient. On dit aux banques françaises, oulala, c'est que vous êtes quand même en danger, puisque c'est vous qui prenez le risque de remonter des taux. Donc il est très question, peut-être qu'on le verra en 2017, que les banques françaises n'aient plus le droit de prêter à taux fixe. Voilà. Et que ce soit le prêteur, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en Italie, comme partout, qui prenne sur son dos le risque de remonter des taux. Qui est de moins en moins d'ailleurs un risque et de plus en plus... voilà. Donc c'est les questions, je suis désolé, c'était un peu long. Non, merci beaucoup. Merci, voilà.